À Yaoundé, parfois, le silence parle plus fort que les discours, et quand un haut responsable décide de ne plus décrocher, ce n'est jamais un simple problème de réseau. C'est peut-être le début d'une onde de choc au sommet de l'État. Bienvenue sur Radar 237, la chaîne qui capte ce que d'autres préfèrent ignorer. Ici, on analyse, on contextualise, et on vous donne les clés pour comprendre. Si vous aimez les enquêtes sérieuses, sans rumeurs gratuites et sans langue de bois, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche, parce qu'au Cameroun, l'information mérite plus qu'un simple murmure. Partie 1. Un geste simple, une portée symbolique. Dans nos maisons, quand quelqu'un appelle et qu'on ne décroche pas, on dit souvent « je rappelle plus tard ». La vie continue, mais au sommet de l'État, un appel ignoré n'est jamais une simple distraction. Ce n'est pas une batterie faible, ce n'est pas un téléphone posé sur silencieux, c'est un acte. Selon l'information relayée par le lanceur d'alerte Boris Berthold, le ministre d'État, garde des Sceaux, Laurent Esso, aurait donné une consigne claire à sa secrétaire. Ne plus l'informer des appels provenant du secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngo. Il faut bien peser les mots, il ne s'agirait pas seulement de ne pas répondre, il s'agirait de ne même plus être informé. Dans l'administration, surtout à ce niveau, le téléphone n'est pas un gadget, c'est un canal direct de coordination. Quand un haut responsable appelle un autre, ce n'est pas pour demander si la pluie est tombée, c'est pour parler dossier, arbitrage, décision, urgence. Alors, décidez de couper ce canal, même symboliquement, ce n'est pas un geste banal, c'est un message. Et dans les sphères du pouvoir, les messages sont rarement innocents. On dit souvent que la politique se joue dans les discours. En réalité, elle se joue aussi dans les silences, dans les portes qui restent fermées, dans les appels qui n'aboutissent plus. Le geste attribué à Laurent Esso, s'il est confirmé, serait lourd de signification. Parce qu'il touche à la relation entre deux centres majeurs de l'appareil d'État. D'un côté, la justice, avec tout ce que cela implique. Procédure sensible, dossier stratégique, équilibre institutionnel. De l'autre, la présidence, cœur de l'orientation politique et administrative. Ces deux sphères ne peuvent pas fonctionner en parallèle comme deux trains sur des rails différents. Elles sont appelées à se croiser, à se coordonner, parfois à s'ajuster. Quand la coordination se fragilise, même légèrement, cela attire l'attention. Mais restons rigoureux. À ce stade, aucune confirmation officielle n'a validé cette information. Nous parlons d'un élément rapporté. Et en journalisme, rapporter ne signifie pas affirmer. Cela signifie analyser avec prudence. Cela dit, analysons. Refuser un appel peut être un désaccord ponctuel. Refuser d'être informé d'un appel, c'est instaurer une distance structurée. Dans la culture administrative camerounaise, le respect des canaux hiérarchiques est central. Les communications entre hauts responsables ne se font pas au hasard. Elles suivent des circuits précis. Une consigne donnée à une secrétaire personnelle n'est pas improvisée. Elle traduit une volonté. On pourrait imaginer plusieurs hypothèses. Un désaccord sur un dossier précis. Une divergence d'approche sur une question stratégique, une tension passagère. Mais quelle que soit la cause, le symbole reste fort. Dans les hautes sphères, on ne se dispute pas toujours à voix haute. On ajuste les distances. On redéfinit les accès. On choisit à qui l'on parle, et surtout à qui l'on ne parle plus. C'est un peu comme dans une grande famille. Tant que tout le monde s'appelle directement, l'unité semble intacte. Le jour où l'on commence à passer par des intermédiaires, à filtrer, à éviter, c'est que quelque chose a changé. Et ici, le filtrage serait total. Il faut également comprendre la personnalité institutionnelle des deux figures évoquées. Laurent Esso est souvent décrit comme discret, méthodique, peu exposé médiatiquement. Un homme de dossier plus que de déclaration. Ferdinand Ngo occupe, lui, une position stratégique à la présidence, souvent perçue comme centrale dans la coordination du pouvoir exécutif. Quand deux personnalités aussi influentes semblent traverser une zone de froid, cela dépasse la simple relation personnelle. Cela peut interroger sur les dynamiques internes. Attention toutefois à ne pas tomber dans l'exagération. Un système d'État ne s'effondre pas à cause d'un appel manqué. Les institutions sont structurées, encadrées, réglementées. Les décisions ne dépendent pas d'une seule conversation téléphonique. Mais les relations humaines restent au cœur des mécanismes politiques. Et la confiance, surtout à ce niveau, est un capital précieux. Lorsqu'un responsable choisit de ne plus être joignable par un autre, cela peut traduire une perte de fluidité dans cette confiance. Dans un environnement où les équilibres sont souvent subtils, chaque signe compte. Un silence prolongé peut valoir une déclaration. Une absence de communication peut être interprétée comme un repositionnement. Il ne s'agit pas ici d'alimenter des rumeurs, il s'agit de comprendre la portée potentielle d'un geste. Parce que dans l'arène politique, il y a ce qui se dit publiquement, et ce qui se comprend entre les lignes. Si cette information est fondée, elle pourrait indiquer l'existence de divergences internes. Et dans un système où la stabilité et la cohésion sont des priorités affichées, toute perception de fracture attire naturellement l'attention. Mais il faut aussi envisager l'autre scénario, celui d'un malentendu amplifié par la circulation rapide de l'information à l'ère numérique. Une consigne temporaire qui serait interprétée comme une rupture définitive. C'est pourquoi la prudence reste essentielle. Ce que l'on peut affirmer, en revanche, c'est que ce type de signal, même non confirmé officiellement, révèle une chose.
L'opinion publique s'intéresse de plus en plus aux dynamiques internes du pouvoir. Les citoyens ne se contentent de plus des communiqués formels. Ils cherchent à comprendre les mécanismes, les interactions, les équilibres. Et lorsqu'une information évoque une tension entre deux figures majeures, elle suscite naturellement débat et interrogation. La question centrale reste donc la suivante. Sommes-nous face à un simple épisode ponctuel ou à un signe plus profond d'ajustement au sommet? Pour l'instant, le silence domine. Aucun des principaux concernés n'a publiquement réagi. Et parfois, en politique, le silence est aussi une stratégie. Mais une chose est certaine, au sommet de l'État, on ne décide pas de ne plus être informé des appels d'un autre haut responsable par simple caprice. Ce genre de décision, si elle est avérée, s'inscrit dans une logique. Reste à comprendre laquelle. Et pour saisir pleinement les enjeux, il faut maintenant examiner de plus près le rôle exact et le poids institutionnel de chacun de ces deux acteurs au sein de l'appareil d'État camerounais. C'est ce que nous allons analyser dans la suite. Partie 2, deux figures majeures, un équilibre délicat. Pour comprendre la portée d'une éventuelle tension, il faut d'abord comprendre le poids des hommes concernés. Ici, nous ne parlons pas de responsables secondaires. Nous parlons de deux piliers de l'architecture institutionnelle camerounaise. D'un côté, Laurent Tesso, ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Un titre long, mais surtout un portefeuille stratégique. La justice, ce n'est pas seulement les tribunaux et les robes noires. C'est le cœur du fonctionnement juridique de l'État, c'est là que passent les procédures sensibles, les poursuites, les arbitrages légaux. C'est là que se traduisent, en décisions judiciaires, certaines orientations politiques. Être à la tête de ce ministère pendant de nombreuses années, dans un système aussi structuré que celui du Cameroun, ce n'est pas anodin. Cela signifie continuité, confiance, proximité avec le sommet de l'État. Cela signifie aussi maîtrise des rouages internes. De l'autre côté, Ferdinand Ngo, secrétaire général de la présidence de la République, un poste parfois mal compris du grand public, mais central dans la réalité du pouvoir. Le SGPR est au carrefour des décisions présidentielles. Il coordonne, filtre, supervise, oriente les dossiers qui arrivent au chef de l'État. C'est un poste stratégique, discret mais influent. On pourrait dire que si le ministère de la Justice détient la clé des procédures, la présidence détient la clé du tempo. Et quand la clé des procédures et la clé du tempo doivent fonctionner ensemble, l'harmonie est essentielle. Dans l'équilibre institutionnel camerounais, chaque poste a un périmètre clair. Mais les zones d'intersection existent. Les grandes décisions nationales impliquent souvent plusieurs centres de validation. C'est là que la coordination devient cruciale. Lorsque deux personnalités aussi influentes interagissent, il ne s'agit pas seulement de relations personnelles, il s'agit de mécanismes institutionnels, il s'agit de circuits décisionnels. Imaginons un instant que la communication entre ces deux pôles se fragilise. Cela ne provoquerait pas forcément une crise visible. Les institutions continueraient de fonctionner, les dossiers avanceraient, les procédures suivraient leur cours. Mais en interne, la fluidité pourrait être affectée. Or, dans un système où les décisions sensibles nécessitent rapidité et cohérence, la fluidité est un atout stratégique. Il est important de rappeler que Laurent Tesso fait partie des figures historiques du paysage institutionnel. Sa longévité au sein du gouvernement témoigne d'une stabilité rare. Dans un environnement politique marqué par des réajustements réguliers, durée est en soi un indicateur de poids. Quant à Ferdinand Ngo, son rôle à la présidence le place au centre des arbitrages administratifs. Beaucoup d'observateurs décrivent le SGPR comme l'un des nœuds stratégiques du pouvoir exécutif. Lorsque deux centres aussi structurants coexistent, la question n'est pas de savoir s'il peut y avoir des divergences. Les divergences sont normales dans toute organisation complexe. La vraie question est de savoir comment elles sont gérées. Dans les hautes sphères, les désaccords ne s'expriment pas toujours en public. Ils se gèrent dans la discrétion, dans les réunions fermées, dans les échanges directs. C'est pourquoi l'idée d'une rupture de communication intrigue autant. Parce qu'à ce niveau, la communication directe est un outil de régulation. Elle permet d'anticiper les frictions, d'ajuster les positions, de maintenir l'équilibre. Sans elle, les interprétations peuvent se multiplier. Il ne faut pas non plus négliger l'aspect symbolique. Au sommet de l'État, les positions ne sont pas uniquement fonctionnelles. Elles sont aussi perçues comme des marqueurs d'influence. Toute perception de rivalité, même exagérée, peut alimenter les spéculations. Mais restons lucides. Les institutions camerounaises reposent sur des cadres juridiques et administratifs solides. Une relation personnelle tendue ne signifie pas nécessairement une crise institutionnelle. Les mécanismes formels continuent d'exister indépendamment des dynamiques individuelles. Cependant, dans la réalité du pouvoir, les relations humaines comptent. La confiance entre hauts responsables facilite la coordination. Elle accélère les processus. Elle évite les malentendus. Quand cette confiance semble s'éroder, même légèrement, l'équilibre devient plus délicat. Il est également essentiel de souligner qu'à ce jour, aucune déclaration officielle n'a confirmé l'existence d'un conflit entre les deux responsables. Nous analysons une situation rapportée en gardant à l'esprit la présomption de normalité institutionnelle. Mais l'analyse des fonctions permet de comprendre pourquoi l'information suscite autant d'attention.
Parce que si les deux hommes occupent à des positions centrales, leurs interactions influencent indirectement le fonctionnement global de l'appareil d'État. Dans un système où la stabilité est valorisée, la cohésion au sommet est un facteur clé de continuité. Toute perception de désalignement attire naturellement l'attention des observateurs. Il ne s'agit pas ici de dramatiser, il s'agit de mesurer. Mesurer le poids institutionnel de chacun, mesurer la portée symbolique d'un éventuel éloignement, mesurer l'impact potentiel sur la dynamique interne. En politique, l'équilibre n'est pas un état figé. C'est un ajustement permanent. Les positions évoluent, les alliances se redéfinissent, les relations se transforment. La vraie question n'est donc pas seulement de savoir s'il y a tension. La vraie question est de comprendre comment l'équilibre institutionnel absorbe, gère ou dépasse ces tensions. Et pour aller plus loin dans cette analyse, il faut maintenant examiner la source même de cette révélation. Son rôle, sa crédibilité perçue, et la manière dont ce type d'information circule et influence l'opinion publique. C'est ce que nous allons explorer dans la suite. Partie 3, le rôle du lanceur d'alerte et la circulation de l'information. Dans cette affaire, un nom revient avec insistance. Boris Berthold, c'est par lui que l'information aurait émergé. Et dans un dossier aussi sensible, comprendre la source, c'est déjà comprendre une partie de l'histoire. Au Cameroun, le rôle du lanceur d'alerte est devenu, au fil des années, un élément à part entière du paysage informationnel. Il ne s'agit pas d'un acteur institutionnel classique, ce n'est ni un porte-parole officiel, ni un responsable administratif. C'est une voix extérieure au système formel, mais qui prétend en dévoiler les coulisses. Et c'est précisément ce positionnement qui intrigue autant qu'il divise. Lorsqu'une information provient d'un canal institutionnel, elle suit un cadre, communiqué, déclaration, point de presse. Mais lorsqu'elle vient d'un lanceur d'alerte, elle circule différemment, elle surgit, elle interpelle, elle bouscule les silences. Dans le cas présent, l'affirmation selon laquelle Laurent Esso aurait demandé à ne plus être informé des appels de Ferdinand Ngo n'a pas été annoncée lors d'une conférence officielle. Elle a été exposée par une voix qui se présente comme informée des arcanes du pouvoir. C'est là que la réflexion devient intéressante. Un lanceur d'alerte fonctionne souvent sur la base de confidences, de sources internes, de fuites. Il met en lumière ce qui, en temps normal, reste confiné dans les cercles fermés. Cela peut contribuer à la transparence, mais cela impose aussi une exigence, celle de la vérification. Dans le paysage camerounais, Boris Berthold est connu pour publier des informations détaillées sur les dynamiques internes du pouvoir. Certaines de ces révélations ont suscité des débats nourris, d'autres ont été accueillies avec scepticisme. C'est le lot de toute parole non institutionnelle. Mais ce qui distingue ce type d'acteur, c'est sa capacité à imposer un sujet dans l'espace public. Avant la révélation, la relation entre les deux responsables concernés ne faisait pas l'objet de discussions ouvertes. Après la révélation, la question devient publique. Y a-t-il tension au sommet ? C'est là toute la puissance d'une information diffusée au bon moment. Cependant, il faut faire une distinction claire. Révéler n'est pas prouvé, diffuser n'est pas confirmé. Dans un contexte aussi sensible, le rôle des médias et des analystes est fondamental. Il ne s'agit ni d'amplifier sans recul, ni de balayer d'un revers de main. Il s'agit d'examiner. Examiner la cohérence des faits, examiner la crédibilité de la source, examiner le silence ou la réaction des principaux concernés. Et justement, dans cette affaire, le silence officiel est notable. Aucun communiqué ne vient confirmer ou infirmer l'information. Ce silence peut avoir plusieurs significations. Il peut indiquer que l'information est jugée sans importance. Il peut traduire une volonté de ne pas donner de visibilité à une rumeur. Il peut aussi refléter une stratégie, laisser passer la vague sans l'alimenter. Dans les hautes sphères, toutes les informations ne méritent pas une réponse publique. Parfois, répondre, c'est donner du poids à ceux qui n'en auraient pas eu autrement. Mais dans l'opinion, le silence laisse place à l'interprétation. Le rôle d'un lanceur d'alerte dans ce contexte devient presque celui d'un révélateur. Il met en lumière une situation, il déclenche le débat. Il oblige les observateurs à s'interroger. Cela ne signifie pas que l'information est automatiquement exacte, cela signifie qu'elle entre dans l'espace public et qu'elle mérite d'être analysée. Ce phénomène illustre aussi l'évolution du paysage médiatique camerounais. L'information ne circule plus uniquement par les canaux traditionnels. Les réseaux numériques permettent à des acteurs indépendants de diffuser des révélations à grande échelle. Cette rapidité change la dynamique du pouvoir. Les faits présumés internes deviennent rapidement des sujets de discussion nationale. Dans le cas précis, la révélation touche à une relation entre deux figures majeures de l'État. Ce n'est pas un détail administratif, c'est un sujet à forte portée symbolique. La question devient alors, pourquoi cette information maintenant ? Est-ce le fruit d'une source interne cherchant à faire passer un message ? Est-ce une interprétation d'un geste isolé ? Ou est-ce l'expression d'une tension plus profonde qui aurait déjà des échos en interne ? Nous n'avons pas, à ce stade, les éléments pour trancher. Mais ce que l'on peut affirmer, c'est que le rôle d'un lanceur d'alerte ne se limite pas à dévoiler. Il influence aussi la perception. En révélant une éventuelle brouille, il installe l'idée d'une fracture possible.
Et dans un système où la cohésion est un élément clé de stabilité, cette perception compte. C'est pourquoi la responsabilité est partagée. Responsabilité de la source qui doit mesurer l'impact de ses affirmations. Responsabilité des médias qui doivent traiter l'information avec rigueur. Responsabilité des observateurs qui doivent éviter les conclusions hâtives. Dans cette affaire, la prudence reste la règle. Nous analysons une révélation. Nous n'assistons pas à une déclaration officielle de conflit. Mais l'existence même de cette révélation montre que les dynamiques internes du pouvoir ne sont plus confinées aux seuls couloirs administratifs. Elles deviennent matière à débat public. Et c'est là que l'équilibre devient délicat. Car entre transparence et spéculation, la frontière est fine. La suite de notre analyse nous amènera justement à explorer les implications possibles d'une telle situation. Si tension il y a, quelles pourraient en être les conséquences institutionnelles et politiques? Et si tension il n'y a pas, que révèle alors cette affaire sur la manière dont l'information circule et influence la perception du pouvoir? Partie 4. Quelles implications possibles au sommet de l'État? À ce stade, une question s'impose. Et si cette brouille supposée était réelle, qu'est-ce que cela changerait concrètement? Pas dans les rumeurs, pas dans les commentaires de réseaux sociaux, mais dans le fonctionnement réel de l'appareil d'État. Quand deux personnalités comme Laurent Esso et Ferdinand Ngongo évoluent au cœur du système, leurs interactions dépassent le cadre strictement personnel. Elles participent à l'équilibre général. Dans toute architecture institutionnelle solide, il existe des pôles d'influence. Ces pôles ne sont pas en guerre permanente. Ils coexistent, se coordonnent, parfois se disputent des interprétations, mais restent liés par un objectif commun, la continuité de l'État. Si une distance s'installe entre deux centres aussi stratégiques, plusieurs scénarios peuvent être envisagés. Premier scénario, un simple désaccord ponctuel. Un dossier sensible, une divergence de méthode, une interprétation différente d'un texte ou d'une procédure. Dans ce cas, la tension serait limitée, circonscrite, et finirait par se résorber dans la discrétion habituelle des hautes sphères. Deuxième scénario, une divergence plus profonde sur des orientations stratégiques. Dans ce cas, la distance ne serait pas seulement relationnelle, elle pourrait refléter des visions différentes sur certains dossiers clés, et là, l'impact pourrait être plus subtil mais plus durable. Troisième scénario, une perception amplifiée d'un geste isolé. Car en politique, il arrive aussi que l'interprétation dépasse la réalité. Un choix administratif peut être lu comme un affront. Un silence peut être perçu comme une rupture, alors qu'en interne, les mécanismes continuent de fonctionner normalement. Il faut donc rester lucide. Cependant, imaginons un instant qu'une tension réelle existe. Quelles seraient les implications? D'abord sur le plan institutionnel. La coordination entre la justice et la présidence est essentielle dans les dossiers sensibles. Si la communication directe devient plus rare ou plus formalisée, les circuits peuvent s'alourdir. Les échanges peuvent passer par davantage d'intermédiaires. Ce n'est pas forcément un blocage, mais cela peut ralentir la fluidité. Or, dans les affaires stratégiques, la fluidité est précieuse. Ensuite, sur le plan politique. Au sommet, l'image d'unité compte. La stabilité perçue renforce la confiance dans les institutions. Toute impression de fracture, même exagérée, peut alimenter des interrogations. Cela ne signifie pas crise. Mais en politique, la perception est parfois aussi importante que la réalité. Il faut aussi considérer le rôle du président de la République, Paul Biya, dans cet équilibre. Dans un système où le chef de l'État reste la figure centrale, les tensions éventuelles entre collaborateurs sont généralement arbitrées ou contenues. L'histoire institutionnelle camerounaise montre que les ajustements internes se font souvent dans la discrétion. Les recompositions, lorsqu'elles existent, ne sont pas toujours annoncées publiquement. Elles se lisent dans les nominations, dans les réaffectations, dans les repositionnements. Mais ici, nous n'en sommes pas là. Nous sommes face à une information rapportée qui évoque une distance dans la communication. Ce qui rend cette situation intéressante, c'est le symbole. Dans les sphères élevées, le téléphone est plus qu'un appareil. Il représente l'accès direct. Couper cet accès, même symboliquement, revient à redéfinir les frontières. Cela peut être une manière de marquer un désaccord. Cela peut être une manière de rappeler un périmètre. Cela peut aussi être un simple ajustement temporaire. La question est donc la suivante. Le système absorbera-t-il cette éventuelle tension sans secousse visible? Les institutions camerounaises ont démontré, au fil des années, une capacité à maintenir la continuité malgré les évolutions internes. Les rouages administratifs sont structurés. Les procédures ne dépendent pas d'un seul échange téléphonique. Mais il ne faut pas sous-estimer l'importance des relations interpersonnelles au sommet. La confiance accélère les décisions. La méfiance les ralentit. Si la distance est réelle et durable, elle pourrait modifier la manière dont certains dossiers circulent. Peut-être de façon imperceptible pour le public, mais perceptible à l'intérieur du système. Autre implication possible, l'effet sur l'opinion. Lorsqu'une révélation évoque une tension entre deux figures majeures, elle nourrit inévitablement les spéculations. Certains y verront un signe de recomposition interne. D'autres y verront une exagération médiatique. Dans tous les cas, cela montre que l'opinion publique s'intéresse de plus en plus aux dynamiques internes du pouvoir.
Le citoyen ne se contente plus des annonces officielles. Il scrute les signaux faibles. Et dans cette affaire, le signal est justement subtil. Il ne s'agit pas d'une déclaration fracassante, il s'agit d'un appel qui ne passerait plus. Mais parfois, dans les hautes sphères, ce sont les détails qui en disent long. Il faut également rappeler un principe fondamental. La présomption d'innocence et la prudence analytique. Aucun élément officiel ne confirme une rupture. Les deux responsables continuent d'occuper leurs fonctions respectives. L'appareil d'État continue de fonctionner. Il serait donc excessif de parler de crise. En revanche, il est légitime de s'interroger sur les dynamiques internes. La politique, ce n'est pas seulement des textes et des institutions, c'est aussi des hommes, des relations, des équilibres. Et lorsque deux pôles d'influence semblent prendre leur distance, même symboliquement, cela mérite attention. Peut-être que dans quelques semaines, cette affaire sera oubliée, remplacée par d'autres sujets. Peut-être qu'elle prendra une autre dimension, si des éléments nouveaux apparaissent. Pour l'instant, nous sommes face à une question ouverte, une question sur la cohésion, une question sur la communication au sommet, une question sur la manière dont les équilibres se maintiennent dans la durée. Et c'est précisément ce qui rend cette affaire captivante. Elle ne repose pas sur un scandale public, mais sur un geste discret. Un geste qui, s'il est avéré, pourrait être interprété comme un signal. Reste à voir si ce signal annonce un simple nuage passager, ou un ajustement plus profond dans les coulisses du pouvoir. C'est sur cette interrogation que se referme notre analyse, en attendant d'éventuels développements qui viendraient confirmer, infirmer ou clarifier cette situation.